Donc j'ai le plaisir de présenter Daniel Cohen-Lévinas, mon ami et ma collègue du côté de comment ça s'appelle, Paris-Sorbonne Université. Paris-Sorbonne Université, qui est professeur et d'esthétique et de musicologie et qui croise très souvent avec profondeur et bonheur les deux disciplines. C'est la liste de ses publications, je ne saurais vous l'infliger puisque je viens de dire que nous étions pressés, parce qu'autrement ça serait trop long, mais je citerai quand même son dernier livre qui est intitulé L'impardonnable. C'est probablement rien qu'au titre quelque chose qui fera écho en vous par les jours qui sont les nôtres. Je voulais aussi vous dire que le 4e volume des inédits d'Emmanuel Lévinas, qui est centré entièrement sur Totalité et Infini, paraîtra au printemps chez Grasset, et que c'est certainement un ouvrage dans lequel nous aurons beaucoup à prendre. On l'a co-dirigé avec Dan Arbib. Et j'allais le dire. Et donc c'est un ouvrage qui est co-dirigé par Dan Arbib, que vous venez d'entendre, et Daniel Cohen-Lévinas, à laquelle je passe la parole. Merci Daniel. Dans le temps qui m'est imparti, je voudrais discuter un peu ce que l'on appelle le sens de l'histoire et comment cette question qui répond à une logique de crise, d'alternance entre des phases de réconciliation et précisément des phases de crise, a été pensée, historiquement pensée, comme une philosophie susceptible de légitimer non seulement le tragique, un terme, nous l'avons vu avec Dan, qui requiert depuis les Grecs une certaine noblesse littéraire et conceptuelle, mais qui légitime également un champ lexical dans lequel le mot guerre trouve son plein déploiement. On peut rappeler rapidement quelques grands topos qui ont contribué à fonder une pensée pour qui le sens de l'histoire est rationnel, pour qui le tragique est rationnel, puisqu'il est inclus dans le sens de l'histoire, ce que d'aucuns appellent aujourd'hui le contexte. Ça dépend des contextes. Ce scénario, surtout en temps de guerre, est bien connu. Le sens de l'histoire, c'est la crise. La guerre jouant un rôle fondamental. Je vous donne quelques exemples. À commencer, je vais revenir au grec, à commencer par Homère, qui dans l'Iliade va jusqu'à définir la guerre, polémos kakos, la guerre est un mal. Oui, mais ça ne suffit pas. Il précise encore, la guerre est un mal nécessaire. Marc-Alain Ouaknine a parlé hier du chapitre 14 de Genèse, le moment où la question de la guerre apparaît pour la première fois dans le récit biblique. Dans l'Iliade et l'Odyssée, et là je ne parle pas des tragédies, la guerre scande et rythme l'existence des héros. Elle est également très présente dans la vie des héros dépeinte dans les poèmes homériques. Et je rappelle qu'Achille et Ulysse sont deux rois guerriers, et s'ils sont des héros, c'est précisément parce qu'ils sont aussi des guerriers. Et chacun de ces deux guerriers incarne une certaine conception de la guerre. Cela signifie que les guerres sont caractérisées, elles ont leurs ethos, leur tonalité, dirait-on en musique. Achille incarne la guerre violente, qui frappe et ne se soucie pas des règles. On dirait aujourd'hui qu'il ne se soucie pas du droit international. Pour lui, le concept de guerre juste est inaudible. Et Ulysse incarne les ruses de la guerre stratégique, qui se déplace avec intelligence pour surprendre l'adversaire, qui scrute son adversaire bien en amont et, je dirais, qui évite les coups pour rien. La guerre, selon Ulysse, requiert une très grande plasticité, pour reprendre l'expression de Marc-Alain Ouaknine. Elle s'adapte aux circonstances, aux enjeux et à l'adversaire, donc elle joue davantage sur la ruse que sur la violence.
Il s'agit d'une guerre disruptive, faite pour surprendre, mais ce phénomène de disruption, et l'un n'est pas incompatible avec l'autre, est anticipé, préparé, contrairement au terrorisme, qui lui aussi d'ailleurs est longuement préparé. Ulysse, grâce à ses ruses guerrières, je le rappelle, est le seul survivant de la guerre de Troie. Et je rappelle aussi qu'Ulysse est un marin, il ne mène pas que des guerres terrestres. À lire ou à relire les récits guerriers de l'Iliade et l'Odyssée, nous pourrions tirer naturellement de nombreux enseignements quant à la façon dont la guerre est passée d'un modèle poétique, tragique, à un modèle narratif et ensuite à un modèle historique, philosophique et théologico-politique. Dans les deux cas de figure, dans le cas d'Achille comme dans le cas d'Ulysse, l'adversaire est identifié. On sait qui il est, qui est l'ennemi, et on sait pourquoi on fait la guerre. Je précise que dans ces récits, il est bien question de guerre qui incarne l'honneur et la gloire des héros. Les victoires sont méritées. Il n'est pas question de terrorisme ou d'une situation analogue. Je cite encore très rapidement Héraclite, un modèle pour Hegel. Hegel était fasciné par Héraclite, Heidegger aussi. Je cite encore Héraclite pour qui la guerre est à l'origine de la cosmologie grecque. Il aura une influence décisive donc sur Hegel, en particulier sur le déploiement de l'historicité de la guerre qui contamine tous les domaines, la physique, la métaphysique, l'ontologie, la politique, la religion et même l'éthique. Polémos étant le père de toutes choses, il est aussi le père de la guerre. Héraclite part du postulat simple que la vie humaine tire son sens et sa signification de la guerre permanente. C'est grâce à la guerre que nous comprenons, et voilà le lien entre la guerre et le sens du tragique, c'est grâce à la guerre que nous comprenons le sens du tragique et le sens de la vie. Je passe très vite et j'arrive sur ce qu'il est convenu d'appeler la philosophie de l'histoire, incarnée, bien sûr, par Hegel. Et comment ne pas parler de Hegel ? Mais il m'importait de faire résonner ce concept de crise et de guerre en revenant au geste inaugural qui lui a donné pour détermination à venir, le sens de l'histoire. Hegel appelle de ses voeux une rationalité de l'histoire, ce qui signifie que la raison gouverne le monde et que le sens de l'histoire relève de cette logique rationnelle et universelle qui s'accomplit, selon lui, nécessairement par le jeu des passions, des conflits, des vicissitudes, des intérêts, des vertus, mais aussi des vices, de la violence et de la guerre. Derrière cette rationalité, on trouve d'ores et déjà l'idée que le sens de l'histoire fait allégeance à cette universalité de la raison et peut aller jusqu'à, je cite Hegel, sacrifier le bonheur des peuples, la sagesse des États et la vertu des individus. Au fond, on va voir apparaître dans l'Europe philosophique, en Allemagne en particulier, une sorte de théodicée du sens de l'histoire qui repose sur la raison universelle. Théodicée du sens qui affirme un principe selon lequel l'esprit qui pense doit être réconcilié avec le mal et avec la violence. Je cite encore le Hegel des leçons sur la philosophie de l'histoire. Le mal dans l'univers devrait être compris et l'esprit qui pense réconcilié avec ce mal. Rien ne pousse plus à une telle connaissance conciliatrice que l'histoire universelle. La guerre fait donc partie intégrante de cette rationalité de l'histoire. Non seulement elle en fait partie, mais elle participe activement à cette dynamique historique. La question du sens de l'histoire est d'un sens qui entre périodiquement en crise avant d'être réconcilié avec le mal, à savoir avec le mal qui aura provoqué l'état de crise,
est constitutif de cette doctrine, à tel point que ce n'est pas un remède à la crise que certains philosophes juifs allemands, notamment Hermann Cohen, Léo Strauss, Ernst Bloch ou Franz Rosenzweig, vont chercher à opposer, c'est une rupture. Une rupture avec la rationalité de l'histoire, dont la caractéristique est de survivre, y compris en temps de crise, à la destruction de la vie et de plaider en faveur d'une paix des cimetières, jusqu'à affirmer que le sens de l'humain n'est pas l'homme, mais l'histoire. Dans ce contexte philosophique, ce que l'on appelle vie, la vie, en ses différents niveaux de signification, c'est ce qui donne forme au processus de constitution de l'esprit. Lorsqu'on parle de vie, on ne doit pas oublier que c'est de la vie de l'esprit qu'il s'agit, et non pas la vie individuelle et subjective. L'existence vraie, c'est la vie de l'esprit. La vie des corps sauvagement mutilés, par exemple, n'intéresse pas l'historialité du système. Et cette vie, elle est naturellement distincte de la réalité empirique humaine. Donc, la rupture et non pas la crise, et je voudrais insister sur cette différence. On a beaucoup parlé de la crise, mais nous sommes au-delà de la crise. Donc la rupture, cela va signifier dans un premier temps la critique et la déformalisation de ce système du sens de l'histoire. Et qui mieux évidemment que Rosenzweig va opposer au système qui pense le sens de l'histoire comme une déterminité de la raison universelle, le sens de l'humain, l'humanité de l'homme, poussière et cendre, comme le rappelle Rosenzweig, qui aura survécu pendant la guerre, dans le cas de Rosenzweig, c'est la Première Guerre mondiale, à l'expérience de la mort, et qui résiste à quoi? Au système, qui tient bon, qui lui fait face. Déformalisation du système pour Rosenzweig, ou encore, chez Ernst Bloch, utopie pensée comme horizon, non plus d'une histoire, mais d'une contre-histoire. Ces deux syntagmes vont jouer un rôle important dans le mouvement d'émancipation des Juifs, à tel point que ce retournement de l'histoire universelle en contre-histoire fera dire à Hannah Arendt, en 1932, qui essaie de comprendre le rapport entre l'émancipation et la question juive, ainsi les Juifs deviennent-ils, dans l'histoire, ceux qui n'ont plus d'histoire. Au milieu de cette dynamique de rupture, de critique des philosophies de la rationalité, du système et des totalités, surgit l'aspiration et le dilemme du sionisme. Aspiration parce que le sionisme représente concrètement un retour et donc une rupture avec le système qui avait conduit à l'émancipation. Et dilemme parce que cet espoir requiert non seulement la figure du retour, mais avant le retour, elle requiert une sortie de l'Europe. Entre l'Europe orientale, l'Allemagne et la France, ces différents paradigmes philosophiques fondés sur le sens de l'histoire, de la guerre et de la crise vont aboutir, comme vous le savez, à une littérature très importante et foisonnante. Ce que l'on pourrait appeler l'Odyssée d'Israël en Europe, l'Odyssée diasporique, va également aboutir à une réflexivité historique et philosophique très féconde, à commencer par l'idée exprimée par Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption, que la force du peuple juif est de se tenir à l'écart du rythme de l'histoire, de ses différentes temporalités, de se tenir à l'écart également des formes de l'expérience politique toujours inadéquates pour Rosenzweig. Vous connaissez la manière dont Rosenzweig va retourner l'intentionnalité hegelienne contre elle-même. Il va jouer sur un système qui est encore hegelien. Il va jouer
sur un système d'opposition, mais cette fois sans réconciliation. Il va opposer l'éternité factice de la notion d'État à la continuité des générations. Il va opposer le sens de l'histoire, la trajectoire linéaire de la chronologie du monde, au modèle du calendrier juif, au principe de retour cyclique des moments de la vie juive. Il va surtout opposer au fracas et à la glorification de la guerre entre les peuples et les nations, le modèle d'une paix, d'une existence passée dans l'intimité du temps vécu, comme anticipation du temps de la rédemption. Cette archéologie de la conception de Rosenzweig d'un judaïsme européen qui vivrait à l'écart de l'histoire fera l'épreuve d'une expérience décisive qui va prendre la forme d'une disputatio épistolaire qui va durer plusieurs mois avec Eugène Rosenstock qui s'était converti au christianisme réformé alors que Rosenzweig avait in extremis renoncé à la conversion en 1913. Et la caractéristique de cette disputatio, c'est que Rosenstock reprend à son compte les arguments théologico-politiques de l'anti-judaïsme qui s'étaient déployés depuis l'épître aux Romains de Paul jusqu'aux écrits du jeune Hegel, lequel, je le rappelle quand même, décrit un judaïsme voué, je le cite, ce sont dans les écrits de jeunesse entre 1797 et 1800, décrit un judaïsme voué, je le cite, à la haine du genre humain, parce qu'il s'est rendu définitivement étranger à la liberté en tant que peuple et nation à cause de sa loi, qui est assujettie à un destin qui ne peut susciter, je le cite encore, ni la crainte ni la compassion, mais seulement le dégoût. L'autre caractéristique, bien sûr, est que cette correspondance commence en 1913 dans le climat trouble de la Première Guerre mondiale qui n'allait pas tarder à éclater. L'arrière-fond de la guerre va devenir la scène d'une antinomie historique aussi, qui oppose le christianisme et le judaïsme. Rosenzweig va élaborer l'idée d'une présence d'Israël en Europe qui ne devrait plus se nommer assimilation, mais dissimilation. Quelque chose, au fond, qui ressemblerait à une métaphysique de la galoute, de la dispersion, assignant au peuple juif la mission messianique d'une rédemption de l'humanité. Mais en définitive, Rosenzweig ne défend pas le sionisme. Vous connaissez les échanges entre Rosenzweig et Scholem et le texte que Scholem a écrit pour le 40e anniversaire de Rosenzweig, que l'on a retrouvé bien plus tard dans les archives de Leo Baeck à New York. Je n'ai pas le temps d'en parler. Je dis juste un mot sur ce différend qui au fond, n'a pas cessé d'être alimenté jusqu'à aujourd'hui. On le retrouverait sous des formes évidemment différentes. Je dis juste un mot sur ce différend qui porte sur l'essence de la langue de l'hébreu, plus exactement sur le passage de l'hébreu comme langue sacrée et le renouveau de l'hébreu comme langue de communication, comme langue devenue profane, dont le risque que relève Scholem, à son grand désespoir d'ailleurs, alors qu'il est déjà en Israël, est de tomber dans la banalité, dans l'insignifiance, à savoir dans la sécularisation. Et ce processus de sécularisation pour Scholem signifiait à l'époque, signifiait aussi et partiellement l'échec du sionisme. Alors je cite ce que dit Scholem, « Nos options allaient dans des sens absolument opposés. Il cherchait à réformer ou à révolutionner, je ne sais ce qu'il faut dire, le judaïsme allemand de l'intérieur. Je n'avais quant à moi plus d'espoir dans cet amalgame connu sous le nom de Deutsch Judentum, judéité allemande, et n'attendait le renouveau du judaïsme que de sa renaissance en Israël. »
Rosenzweig, quant à lui, ne renonce pas à l'illusion d'un judaïsme judéo-allemand comme paradigme de symbiose. Dans une lettre adressée à Hélène Zomer, datée du 16 janvier 1918, alors que Rosenzweig a connu la Première Guerre, Rosenzweig écrit « Soyons donc allemands et juifs, les deux à la fois, sans nous soucier du « et », sans en parler beaucoup, mais vraiment les deux. » Et un an avant, le 1er mai 1917, en pleine guerre, il écrit à Gertrude Oppenheim « Ce n'est qu'en gardant le contact avec la diaspora que les sionistes seront forcés de ne pas perdre de vue le but qui est de devenir les sans-patries du temps et de rester des nomades, même là-bas. » Alors, je vais trop vite, je m'en excuse. La génération qui va suivre, celle de Gershon Scholem, je viens de vous citer un passage, ou de Léo Strauss, et plus tard celle d'Emmanuel Levinas et du colloque des intellectuels juifs, va devoir se situer par rapport à leurs aînés, à Hermann Cohen et à Rosenzweig notamment. Comment conjuguer la perspective du retour avec la présence d'Israël parmi les nations d'Europe ? La Seconde Guerre mondiale va défaire définitivement le mythe d'une symbiose judéo-allemande, va balayer toutes les certitudes historicistes, mais elle ne va pas dissoudre complètement le désir d'une symbiose judéo-européenne, surtout judéo-française. Cependant que la question du sens de l'histoire et du tragique, prise dans l'étau de la conjoncture théologico-politique, prendra la forme d'une nouvelle crise du sens, voire d'une nouvelle révolte, cette fois, contre l'assimilation, dont Léo Strauss se fera un des porte-voix les plus importants. Cette rupture avec l'assimilation, et non pas la crise de l'assimilation, avec l'idée que l'existence juive est en marge de l'histoire, va en quelque sorte structurer la notion de sens du tragique, sens de la souffrance. Elle va structurer autrement la conscience juive. Voilà ce qu'écrit Léo Strauss. Sur la place de l'assimilation, la souffrance juive, la souffrance pour le judaïsme, apparaît dénuée de sens. Strauss soulève une question très importante. Strauss soulève toujours des questions très importantes. Quel sens y a-t-il à parler de la souffrance juive ? Et peut-on ici pousser plus loin la question et se demander si par souffrance, Strauss n'a pas en tête l'idée de tragique ? Le tragique qu'il connaissait mieux que personne, car il était un grand lecteur des Grecs, de Platon et d'Aristote en particulier. La phrase que j'ai citée de Léo Strauss est extraite d'un texte qui s'intitule « Progrès ou retour » et qui se trouve dans son ouvrage « La renaissance du rationalisme politique ». Au fond, la souffrance, c'est la fin de la théodicée pour Strauss, et c'est pourquoi parler du sens de la souffrance, comme du sens du tragique, devient un problème, et qu'il n'est pas certain que cette question soit encore pertinente philosophiquement, du moins adéquate. Je voudrais ici évoquer un texte d'Emmanuel Levinas qui va dans le sens du questionnement de Léo Strauss, bien que Levinas ait été beaucoup plus imprégné de la philosophie de Rosenzweig que par celle de Strauss. Il s'agit d'un texte rédigé en 1982 et intitulé « La souffrance inutile ». Le tragique est sans rémission, parce qu'il comporte une part de non-sens, de pure négativité. C'est là que s'opère la différence entre crise et rupture du sens. L'extermination des Juifs d'Europe a représenté l'hyperbole du non-sens, l'emphase d'une souffrance sans raison. Et voilà la rupture avec la rationalité universelle. Mais chez Levinas, la souffrance inutile est la condition de la signifiance éthique, de la séparation, du sens, non pas du tragique, mais de l'humain.
La signifiance éthique est un traumatisme, c'est-à-dire le traumatisme de l'impossibilité de fonder par moi-même un sens, de donner moi-même un sens à mon propre traumatisme. La souffrance est sans pourquoi pour celui qui endure la souffrance. Elle est, dit Lévinas, à sens unique, qui est le titre d'ailleurs d'un essai de Walter Benjamin, parce qu'elle est inassumable, incommensurable, parce qu'elle est l'emphase de la passivité, du pâtir pour l'autre, l'emphase de la persécution. Peut-on demander aux survivants de la Shoah, aux survivants des massacres du 7 octobre, aux survivants de tous les génocides et des guerres, de donner du sens à ce qu'ils ont enduré? Comment l'expérience de la souffrance peut-elle prendre un sens pour celle et celui qui l'a vécue? Cependant que chez Lévinas, la seule façon pour la souffrance d'acquérir un sens réside dans le mouvement d'hyperbolisation, lorsque la souffrance devient souffrance de la souffrance et se retourne en souffrance pour la souffrance d'autrui. Lorsque je reconnais la souffrance d'autrui et que, peut-être, rien n'est moins sûr, car l'asymétrie est au fondement de l'éthique, autrui reconnaît ma souffrance. Je cite Lévinas. Dans cette perspective, se fait une différence radicale entre la souffrance en autrui, où elle est, pour moi, impardonnable, et me sollicite et m'appelle, et la souffrance en moi, ma propre aventure de la souffrance dont l'inutilité peut prendre un seul, le seul dont la souffrance soit si susceptible en devenant une souffrance pour la souffrance de quelqu'un d'autre. Attention à la souffrance d'autrui qui, à travers les cruautés de notre siècle, peut s'affirmer au point de se trouver élevée en un suprême principe éthique. Car si le sujet otage du tragique trouvait un sens à sa souffrance, une raison, une téléologie, une théodicée, sa signifiance éthique se verrait par là même interrompue et contestée par la signifiance ontologique. Et c'est sur ce point précis que Lévinas va opérer une critique de l'ontologie heideggerienne, notamment dans Totalité et Infini, où Lévinas revendique discrètement, mais définitivement, quant à la méditation sur la guerre, l'héritage rosenzweigien. La vie de l'esprit, au sens de la rationalité de l'histoire, n'entend pas la souffrance d'autrui. Elle entend le tragique en tant que catégorie de l'être et de l'histoire. De même, le Dasein ne souffre pas. Il ne tombe pas sur un champ de bataille ou sous les coups des terroristes et des nationalismes exacerbés. C'est bien à cet axiome que Rosenzweig puis Lévinas s'en prennent. Non pas la crise, mais la protestation du sujet contre la mort qui le menace, contre la tyrannie et la torture. Et la tyrannie et la torture sont en définitive la seule guerre qui devrait retenir l'attention des philosophes. Parce que contrairement à une guerre classique dont les protagonistes connaissent les règles, la persécution, l'extermination, les totalitarismes, le terrorisme font de chaque personne une victime promise à une mort pour rien. Aussi, Lévinas, comme Rosenzweig, ne parle jamais d'un au-delà de la guerre. En réponse à Hegel, admirateur inconditionnel d'Héraclite, faisant l'éloge, l'apologie de la guerre, Lévinas écrit, vous connaissez tout ce passage, extrait de la préface de Totalité et Infini, on n'a pas besoin de prouver par d'obscurs fragments d'Héraclite que l'être se révèle comme guerre à la pensée philosophique. La guerre se produit comme l'expérience pure de l'être pur. Pour Rosenzweig, toute l'aventure philosophique, de Ioni à Iéna, contient un axiome implicite. L'identité de l'être, c'est l'identité
de la totalité. Rien à faire, l'histoire de la philosophie est une vaste entreprise ontologique qui s'achève dans le déploiement historial de la vérité de l'être, là, je vous le rappelle, où les hommes ne s'appellent pas des hommes et des femmes, mais des mortels. Alors, quid de la crise de l'être et de la crise de la totalité ? Aucun de ces deux concepts n'est jamais véritablement en crise. Pour neutraliser la révolte contre la violence que la guerre inflige aux innocents, Hegel avait trouvé une solution médiane, qu'il appelle ébranlement. Il faut ébranler la vocation éthique de la subjectivité. Alors, pardonnez-moi, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce passage qui se trouve dans Phénoménologie de l'esprit, qui me laisse toujours sans voix quand je le lis. Je lis la traduction d'Hippolyte, que j'aime beaucoup. Pour ne pas laisser les systèmes particuliers s'enraciner et se durcir dans cet isolement, donc pour ne pas laisser se désagréger le tout et s'évaporer l'esprit, le gouvernement doit de temps en temps les ébranler dans leur intimité par la guerre. Par la guerre, il doit déranger leur ordre qui se fait habituel, violer leur droit à l'indépendance, de même qu'aux individus qui, s'enfonçant dans cet ordre, se détachent du tout et aspirent à l'être pour soi, inviolable et à la sécurité personnelle, le gouvernement doit, dans ce travail imposé, donner à sentir leur maître, la mort. Grâce à cette dissolution de la forme de la subsistance, l'esprit réprime l'engloutissement dans l'être là, naturel, loin de l'être éthique. Il préserve le soi de la conscience et l'élève dans la liberté et dans la force. Dès lors, on comprend pourquoi, chez ces penseurs de la rupture et non plus de la crise, il faut commencer par sortir de la totalité. Parce que quoi qu'on fasse, l'être qui se révèle, consciemment ou inconsciemment, dans la guerre, domine la philosophie occidentale. Ce geste, Lévinas l'avait déjà pressenti de manière très explicite dans son essai intitulé « De l'évasion », rédigé en 1935. L'être est toujours en quête de départ, d'une sortie, mais cette sortie ne vise aucune arrivée, parce que la révolte contre l'être est impuissante, cependant que c'est la seule révolte, contestation, protestation et même révolution qui soit possible contre lui. Et même la mort ne libère pas de l'être, car dès que le sujet existe, un nœud se forme entre lui et sa propre existence. L'existence est trop chargée d'elle-même. Cette impossibilité de mourir, libérée de ce nœud, c'est précisément ce qui définit chez Lévinas le sens du tragique, dans lequel Lévinas ne veut pas enfermer la souffrance inutile. Il ne veut pas faire, et notamment de l'existence juive, une martyrologie du tragique. Le tragique, c'est le sentiment ou le pressentiment de cette impossibilité que Lévinas va trouver dans le Phèdre de Racine, par exemple. Où me cacher? Fuyons dans la nuit infernale, mais que dis-je? Mon père y tient l'urne fatale. C'est la situation de Hamlet qui comprend que dans l'alternative entre être et ne pas être, le ne pas être est impossible, que l'être est sans finalité, au point qu'il ne peut même pas envisager de mettre fin à ses jours, c'est-à-dire de se suicider. À partir de ce tragique, précisément, Lévinas va déduire que l'être, c'est le mal, l'être, c'est la guerre, non pas parce qu'il est limité, mais parce qu'il est sans limite.
parce que le déploiement de l'aide peut s'avérer un déferlement de violence sans limitation. Par conséquent, entre le tragique grec et l'irrémissibilité de l'être, il y a une entente insécable, la fatalité de l'un répondant à la fatalité de l'autre, excluant la figure du juif qui devient le mauvais objet, l'objet des guerres, exclusion et persécution. Lévinas va jusqu'à dire que toute la philosophie n'est qu'une méditation de Shakespeare. Entre la crise et l'évasion, Lévinas fait le choix de l'évasion. Mais 1 an plus tard, on est quand même dans ce contexte historique de crise. En 1936, 1 an après la publication de l'essai de Lévinas, Husserl publie les 2 premières parties. De quoi? De Crisis. Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Le diagnostic de Husserl est certes courant à l'époque, mais quand on s'appelle Husserl, quand on est l'auteur des recherches logiques, comprendre que c'est l'identité européenne comme telle qui est en crise, que les idéaux rationnels sont morts et que l'aptitude à l'universalité est incompatible avec la vie humaine, était d'une grande force conceptuelle. Car ce que montre Husserl, c'est que la crise n'est plus un moment ponctuel de l'histoire, en attendant les nouvelles noces réconciliatrices entre l'esprit qui pense et le mal, et la pleine légitimité de la guerre, enchaînée à la raison historique, devenue la raison politique. Il comprend que la structure même de l'histoire, c'est la crise du sens de l'histoire ou de l'histoire du sens, car crise et histoire entretiennent des rapports tautologiques, cependant que Husserl demeure un inconditionnel de la vie, de l'esprit et de la philosophie des sciences. Pour ne rien dire de Freud, impossible de ne pas citer Freud, dont la lecture des textes entre en résonance avec le 7 octobre 2023. Freud sera un des premiers à comprendre que la civilisation s'est retournée contre elle-même. La revendication pulsionnelle de la civilisation se serait soldée par un pacte, un peu à la manière de Faust. Elle aurait, je cite, conclu un pacte avec la barbarie. C'est dans l'homme Moïse et la religion monothéiste. Cette intrication entre la culture, le progrès et la barbarie est déjà présente dans le texte intitulé « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », rédigé pendant la Première Guerre mondiale en 1915. La guerre ne peut pas faire autre chose que de rompre tous les liens avec une communauté de culture et de tolérance des grandes nations et des grandes civilisations. Elle ruine le principe même de culture auquel le modèle européen était si attaché. C'est non seulement la guerre, mais pour Freud, c'est le meurtre qui a fait son entrée sur la scène de la civilisation et avec lui la ruine de l'histoire. C'est la guerre additionnée à la question du meurtre. En nous dépouillant des acquis de la civilisation, en refusant de les rencontrer et de les respecter, la guerre, et a fortiori aujourd'hui le terrorisme, mettrait à nu l'homme originaire qui est en nous, comme si cet homme originaire survivait en nous et malgré nous dans une zone de notre inconscient. Freud écrit dans Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, c'est terrifiant, ça suscite un effroi, que nous descendons d'une lignée infiniment longue de meurtriers qui avaient dans le sang le plaisir au meurtre, comme peut-être nous-mêmes encore. Mais ce qui est écrit là par Freud était imputable aux cultures européennes, qui étaient parvenues à refouler la tentation du meurtre avant de s'y adonner sans limite et d'élaborer le projet d'extermination de tous les Juifs d'Europe. Mais quand c'est en toute conscience que l'homme originaire qui est en nous se lève pour tuer, massacrer, violer, mutiler, décapiter, quand c'est la pulsion de mort qui l'emporte sans rien laisser sur son passage, que devons-nous faire ?
que devons-nous penser? Quelle réponse, non plus philosophique, je fais un pas de côté, quelle réponse politique adéquate peut-on apporter et comment sauvegarder le sens de l'humain au cœur de l'inhumaine condition? À moins que le sens soit ici à chercher, ne serait plus, dans l'idée d'une direction, d'une trajectoire historique, d'une théodicée, mais dans une réalité qui en découd chaque présupposé, au point de devenir le paradigme même de notre conscience juive et non juive, désorientée, qui se refuse à choisir entre le tragique et le désespoir. Je conclus, car le judaïsme ne se donne pas seulement à penser comme une catégorie ontologique du patrimoine archéologique de notre civilisation. Le judaïsme est peut-être le nom d'une expérience inouïe qui n'est pas réductible à des catégories, à des significations, à des normes destinales, pas plus qu'il n'est étranger au devenir des peuples et des nations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel. On va passer aux questions. On a un petit moment pour ça encore. Oui. Mais on peut regrouper les questions, peut-être, s'ils veulent revenir à la table. La première. Il y avait encore des questions pour les communications précédentes, hein, donc c'est le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de questions parce que l'horaire prédatoire prend le dessus sur la dimension philosophique. Non, c'est parce que je dis que c'est beaucoup pensé. Bah, c'est pas grave. Et il n'y a plus non plus de questions sur les deux exposés qui ont précédé le dernier. Ah, si, monsieur. Oui, pardon. Ouais. Très rapidement, une simple question touchant le texte, en effet, étonnant de Hegel que vous avez lu à un moment charnière de votre conférence, lorsque le gouvernement réveille tout un chacun et sauve au fond la liberté de l'esprit au prix du renoncement à l'être là. Bon. C'est qui est au fond la plus belle légitimation que l'on puisse faire de la guerre révolutionnaire d'abord. Oui, étant donné les dates, voilà, je voulais vous poser la question. Premièrement, c'est évidemment un texte écrit par un post-babouviste et qui aura un raisonnement ensuite dans sa compréhension de l'épopée napoléonienne. Bien sûr. Ouais. Alors, je voulais demander justement dans quelle mesure la crise de l'hégélianisme et du marxisme aussi, d'une certaine façon, disons la mise en question de l'historicité hégélienne, de la pensée hégélienne de la guerre, puis de la pensée révolutionnaire de la guerre, a-t-elle abouti à la vision éthique ou la vision métaphysique du peuple juif, je m'exprime très mal, chez les penseurs post-hégéliens et anti-hégéliens dont vous avez parlé. C'est-à-dire voilà, disons le jalon hégélien et j'ajouterais marxiste. Et marxiste, bien sûr. Non, mais il est tout à fait important et il a été très important pour certains penseurs juifs, alors de deux langues françaises. Et je pense notamment à Lévinas et à Jean Val, hein, qui, comme vous le savez, fréquentait le fameux séminaire de Kojève. Hein. Et c'était très, très, très important. Alors, c'est un débat évidemment fondamental. Je l'ai en arrière-fond. La seule réponse que j'apporterai aujourd'hui, c'est ce que disait Lévinas sur le chapitre dans Phénoménologie par rapport à cette question-là.
à votre question, le chapitre dans Phénoménologie de l'esprit, donc sur la dialectique du maître de l'esclave. Il disait il faut être toujours très, très attentif au fait que l'infini ne souffle pas du côté du maître, mais que l'infini, en reprenant le mot de Hegel, ébranlement, est dans le tremblement de l'esclave. L'infini souffle du côté de l'esclave. Donc ça, je pense qu'en effet, là, il y a le lien avec les penseurs juifs auxquels vous pensez, hein, et auxquels adhèrent... il y a une certaine forme de matérialisme historique, hein, chez Lévinas, assumé comme tel. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Je me demande, Daniel, si dans le refus, dans le fond on peut dire Rosenzweig, Benjamin, refus de l'hégélianisme, refus d'une histoire totalisante qui a assigné une place aux Juifs qui était relativement déplaisante, et donc il fallait sortir de ce que tu as appelé la totalité, le système, enfin qu'on connaît. Bon. Mais du coup, les Juifs doivent quand même mettre en place une autre philosophie de l'histoire. Et la question se pose à ce moment-là, l'ange. Et je me demande si on n'est pas... Et ça fait un peu lien avec ce qu'a dit Jacques hier, c'est-à-dire que la philosophie juive de l'histoire post-hégélienne, disons quand même philosophie de l'histoire, même s'il y a une contestation de cet aspect totalisant, revient toujours à l'idée de contre-tradition. Scholem, c'est-à-dire l'idée qu'on est obligé de réécrire une histoire à partir d'avant son temps zéro, puisque les chrétiens ont expliqué que les juifs étaient dépassés en même temps qu'on les accomplissait, et qu'à partir de là, l'histoire commençait zéro et finissait par se totaliser. Ça marche mieux en Allemagne que chez nous, parce qu'ils sont protestants. Chez nous, ça fait des contestations. Mais Hegel est le parangon de ça. Bon. Et quand les juifs reviennent, y compris donc en Allemagne, parce qu'on parle de juifs allemands, il y a aussi des juifs français, mais là c'est de la philosophie juive allemande dont on parle, hein, Rosenzweig, Benjamin, etc. Ils reviennent toujours, ou Scholem, avec cette idée... Mais c'est une philosophie qui a traversé le Rhin quand même, hein, la philosophie juive allemande, allez. Ou l'inverse, ou je ne sais pas. Oui, ou l'inverse. Ou l'inverse, oui. Voilà, les problèmes des transferts culturels, il y a beaucoup à faire sur cette question. Mais c'est pas ça que Donc on revient avant le point zéro. D'où cette idée, me semble-t-il, dans cette philosophie juive de l'histoire, qui est quand même obligée de faire un récit, qui est obligée d'essayer d'inclure les uns et les autres, de se dire, dans le fond, la nouveauté, elle revient dans le très ancien. C'est-à-dire que c'est en allant à la source, en allant à ce qui est avant, et qu'on va retrouver le nouveau. Mais en fait, c'est avant Jésus. Oui, bien sûr. C'est toujours cette question, cette matrice. Bien sûr, qui et c'est pour ça qu'Athènes et Jérusalem demeurent extrêmement pertinents. Et en fait, comme Jacques a repris pour interpréter l'événement contemporain, hier, ce schéma de la lecture chrétienne du judaïsme, c'est-à-dire je te dépasse et je t'accomplis en même temps, et tu es aveugle sur le sens de l'histoire, parce que c'est ce qui est dit quand même. J'ai le sentiment que ton exposé nous ramène à cette idée quand même que la philosophie de l'histoire juive, post-hégélienne, travaille le concept de contre-tradition. C'est-à-dire l'histoire se fait contre... Elle tient les deux. Je ne pense pas qu'on puisse trancher entre tradition et contre-tradition. Alors d'abord, peut-être pour nuancer le côté Rosenzweig, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que d'un côté, Rosenzweig, qui est quand même un très grand hégélien, il fait sa thèse sur Hegel et l'État, il conserve quand même le geste hégélien, je veux dire, l'étoile de la rédemption, il l'élabore comme étant un système, avec sa tripartition, avec ses méthodologies, avec la notion de système demeure. Et si la notion de système demeure, c'est qu'il n'a pas complètement rompu avec Hegel. Donc le cas de... Mais il cherche quelque chose qu'il appelle à la lisière, c'est-à-dire du dedans du judaïsme et du dehors du judaïsme. Il essaye de tenir les deux. Et je pense que c'est une position qui... Alors, bien sûr, il y a
il a fallu poser des gestes beaucoup plus radicaux, c'est-à-dire contre-histoire, dialectique à l'arrêt pour Benjamin, contre-tradition. Mais en définitive, très très vite, on va retrouver une espèce de tension. La seule chose, c'est que on ne va pas chercher à résoudre, à trouver une synthèse à cette tension. L'autre point, et qui répond encore à Christian Jambé, c'est que la notion d'histoire, bien sûr, elle ne va pas disparaître. Au contraire, il va y avoir une revendication importante d'appartenir de plein pied, d'être dans l'histoire. Le concept de métahistoricité de Rosenzweig, il tient jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que ça veut dire la métahistoricité? De même, l'autrement qu'être. Et Lévinas n'est pas dupe. Il pousse l'hyperbole de l'autrement qu'être, mais sachant que l'être ne disparaît jamais. Je veux dire, c'est toujours l'interlocuteur de l'autrement. Mais l'histoire qui va être racontée, et là c'est un point très important, c'est que l'histoire qui va être défendue, c'est aussi celle qui ne laisse pas le dernier mot au vainqueur, c'est-à-dire avec des accents donc un peu révolutionnaires. C'est l'histoire des vaincus, des victimes et des persécutés, c'est-à-dire pas les laisser pour compte, c'est-à-dire de ne pas considérer que l'histoire considère qu'il y aurait la grande histoire et la petite histoire, et que la petite histoire des vaincus, des persécutés, resterait sans signification. Et là, c'est d'inverser les choses. Et donc, en définitive, on va retrouver Athènes et Jérusalem, parce que quand Léo-Strauss reprend le geste de Maïmonide, que de remettre Jérusalem à l'honneur, c'est parce que la tradition philosophique s'était développée dans l'oubli de Jérusalem, avec cette idée que parce que Jérusalem est dépassée et que l'histoire s'est accomplie autrement et dans l'oubli de Jérusalem. Et donc, et aussi parce que dans Jérusalem, il y avait une histoire de persécutés, de laissés pour compte, de victimes, de destruction, d'exil, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire uniquement on est du côté de l'histoire ou on est du côté de la contre-histoire, on est du côté de la tradition ou on est du côté d'une contre-tradition. On voit bien que c'est pas aussi... que les frontières ne sont pas toujours aussi délimitées. Alors peut-être qu'elles vont se creuser davantage, que les clivages vont se faire sentir davantage, mais pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Et surtout pas chez les penseurs juifs allemands qui sont dans une sorte d'inquiétude métaphysique permanente. Le cas de Scholem, par exemple, de la correspondance avec Rosenzweig. Il y a ce très beau texte de Derrida, Les yeux de la langue, et le texte de Stéphane Moses dans L'ange de l'histoire. On parle très bien de ça. Oui, moi j'ai une question en t'entendant, mais je dirais que c'est une question que je nous adresse à tous. On voit bien, enfin, je veux dire, dans la succession des exposés, finalement, la difficulté qu'on a aujourd'hui à essayer de qualifier le moment qu'on vit, est tout simplement parce que on n'a pas forcément, on est à la recherche des instruments, que ce soit l'histoire, que ce soit l'éthique, que ce soit la politique, qui nous permettraient en fait d'arriver à définir et à nous situer dans le moment qu'on vit. Et ça me frappe parce que ça me met en résonance avec les travaux de Dany autour du politique. C'est-à-dire finalement, on ne sait pas penser la guerre, on ne sait pas penser le tragique, on ne sait pas penser l'histoire, et on essaye peut-être, je dirais que l'attitude qui nous définit, ce serait d'essayer justement d'aller chercher peut-être d'autres instruments
pour venir en quelque sorte combler ces manques. Et du coup, enfin, je ne sais pas, Dany, si tu seras d'accord avec l'interprétation que je donne de ton travail, mais il me semble que c'est aussi pour répondre à ça, c'est-à-dire comment se situer aujourd'hui. Est-ce qu'on est en rupture avec ces gens-là ou est-ce qu'on est en continuité avec eux, si tu veux? Et finalement, comment est-ce que nous, on devrait définir notre position? Je sais pas. Mais je pense que dès lors qu'on cherche à savoir si on est du côté de la continuité ou du côté de la discontinuité, c'est-à-dire qu'on essaye de recoudre une réalité qui réintroduit une trajectoire. Or là, vraiment, le sens est désorienté, le sens même de l'histoire est désorienté. On est dans une... c'est ce que j'ai souhaité dire à l'introduction de ce colloque. Nous n'avons pas, comment dirais-je, les mots adéquats pour parler de ce qui se passe aujourd'hui et surtout dans l'aujourd'hui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qui nous prépare un demain qui peut aller dans des directions différentes. Et alors, encore moins des concepts. Mais peut-être y a-t-il en effet, on pense bien sûr encore avec l'horizon du XXe siècle. Et même ce qui se passe aux portes de l'Europe avec la guerre en Ukraine nous met bien en face d'une réalité qui n'est plus celle que nous avions connue au XXe siècle. Et par conséquent, en effet, je crois plutôt que si on doit parler de concepts, nos concepts sont eux-mêmes extrêmement désorientés. Et puis, bon, puisqu'on parle du XXe siècle, c'est peut-être symbolique, mais pas seulement. On pensait, en rentrant dans le XXIe siècle, que le tragique du XXe siècle était derrière nous. Et puis on est rentré... permettez-moi de le rappeler, on est rentré dans le XXIe siècle en 2001 avec le 11 septembre. Et là, on a compris qu'on n'avait pas quitté l'horreur. Et ça veut dire quelque chose. Sauf que l'horreur ne s'appelait pas la guerre. S'appelait le terrorisme. Voilà. Cette date du 11 septembre, elle a quand même déclenché un certain nombre d'événements, de guerres, sur lesquels on devrait peut-être méditer. Mais voilà, donc je pense que là, il y a sans doute une continuité, en même temps une rupture, et qu'en effet, il faut peut-être accepter cette désorientation historique. Walter Benjamin avait eu une image utiliser cette métaphore de l'horloge qui s'est arrêtée. C'est-à-dire, on ne sait plus quelle heure il est, historiquement. Et je me souviens de cette formule également de Lévinas en 1989, quand le mur de Berlin s'est écroulé. Bien sûr, il a accueilli ça... avec une joie profonde, mais aussi avec une inquiétude. Et il a fait ce geste-là. Il a fait comme ça. Et il a dit, alors maintenant, on va se demander, quelle heure est-il pour pouvoir marcher dans l'histoire à venir. Voilà. C'est-à-dire, voilà, là, d'un point de vue géopolitique, eh bien, le monde se recomposait autrement. Et le sens de l'histoire, il est aussi déterminé par ça. Donc, bien sûr que nous n'avons pas tout à fait les concepts adéquats, mais il faut bien utiliser ce que nous avons. Nous n'avons pas les concepts adéquats, et on pouvait penser aussi naïvement, parce que je parle de l'étoile de la rédemption, je parle de totalité et infini. Faut-il en conclure aussi à une aporie de la critique de l'ontologie? Parce que finalement, c'était en 1961, totalité et infini. 1921, le Stern de Rosenzweig. Et du point de vue de l'histoire de la philosophie, est-ce que cette histoire a eu un impact sur la réalité historique? Rien n'est moins sûr, et il faut aussi pouvoir se poser la question. Voilà. Je voulais revenir sur cette question-là.
Je ne suis pas philosophe, mais je pense qu'on a besoin d'un peu de réflexion philosophique pour vivre et pour survivre à l'époque actuelle. Ne pas se sentir, notamment pour la communauté juive, dans l'abandon, dans le désespoir. Et donc, je suis au fil de différentes interventions, j'essaye de prendre ce qui peut m'aider à réfléchir aujourd'hui. Et j'aimerais insister pour que ce soit peut-être vous qui, dans la réponse à la question qui vient d'être apportée, nous l'apportiez vous-même et mettiez ça en perspective. Parce que moi, je suis venue dans ce colloque justement dans cet objectif-là et dans ce but-là. Voilà. Et je passe la parole à... Il y a Dany. Hélas, je ne suis pas capable et je ne souhaite pas apporter... le but de ce colloque n'est pas de répondre à des questions, c'est plutôt d'en soulever. Alors je peux peut-être raconter une petite histoire chassidique que Lévinas aimait... Ah oui. Oui, mais... Ah, je croyais que vous racontiez l'histoire. Oui, non, mais parce que bon, c'est une petite histoire chassidique sur le jeu de la question et de la réponse que Lévinas aimait beaucoup, et qui était pour lui un peu l'exemple de l'inadéquation, ou du malentendu, on va dire, du malentendu lacanien, de l'inadéquation, de ce qui est fondamentalement diachronique, à l'image de l'histoire. C'est l'histoire d'un maître qui sort un jour d'une yeshiva et puis il est totalement torturé, il se roule par terre, il se frappe, il s'arrache les cheveux, il crie, il hurle, il pleure, et puis les disciples voient leur maître dans cet état, ne comprennent pas pourquoi. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as, maître? Qu'est-ce que tu as, rabbi? Et le rabbi dit, vous ne pouvez pas comprendre, mes enfants, vous ne pouvez pas comprendre, je suis absolument désespéré. Les disciples insistent, mais dis-nous, rabbi, dis-nous, qu'est-ce que tu as? Nous, on veut t'aider, on ne peut pas te laisser dans cet état. Il continue à hurler, à pleurer, à crier, et puis... Les disciples sont complètement décontenancés et n'avaient jamais vu leur maître dans cet état. Et donc, à un moment donné, le rabbi dit, ben voilà, j'ai toutes les réponses. Et donc les disciples disent, voilà. Mais c'est magnifique si tu as toutes les réponses. Pourquoi tu te mets dans cet état? Je me mets dans cet état parce que personne ne me pose de questions. Voilà. Donc, je vais répondre un petit peu indirectement. Indirectement, oui. Dany et moi, on pose nos deux questions ensemble et puis tu réponds à ce que tu veux. Est-ce que tu ferais une différence entre le tragique et l'absurde? Alors, est-ce que tu peux éventuellement la développer? Non, c'est toute la dimension du théâtre de Ionesco, de Beckett, d'avoir... ou alors, pardonnez-moi de faire appel à mes passions... À mon autre passion musicale, toute la question de l'opéra bouffe traite cette question-là, le retournement du tragique dans la pleine vacuité de l'absurde. Voilà, Antigone qui meurt debout, qui est merveilleuse, mais qui meurt debout. À l'opéra, on meurt en chantant. La mort d'Isolde... au dernier acte, Liebestod, elle meurt en chantant. Ça, c'est de la tragédie grecque. On n'est pas dans le... Et voilà. Et donc, la seconde moitié du XXe siècle a joué sur ce retournement de la pleine vacuité, qui est aussi, tu l'as dit, la perte de la transcendance, l'absurdité, c'est-à-dire le fait de se situer dans une historicité qui est pleinement horizontale, et qui n'est pas interrompu verticalement, comme dans les récits bibliques. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important, avec cette différence fondamentale que il existe, du point de vue du modèle de la narration biblique, une infinition de l'ouverture du temps. Et non pas un destin, une temporalité qui scelle, qui surdétermine le destin des créatures, en l'occurrence des héros, dès le début. Quoi qu'ils fassent,
quoi qu'ils luttent, quoi qu'ils protestent, quelle que soit leur révolte. Ça, c'est extrêmement important quand même. Voilà. Et je pense que, en effet, du point de vue du judaïsme, si le tragique ne prend pas complètement, c'est aussi en vertu de cette temporalité eschatologique fondamentalement inaccomplie. Voilà. Voilà. Qui laisse, bien sûr, non seulement l'espérance messianique, mais la promesse, hein, l'idée de la promesse. Voilà, absolument. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et c'est sûr que, par exemple, je parle de l'opéra parce que c'est un modèle direct avec la tragédie antique. La tragédie antique antérieure à Euripide, hein, là je parle vraiment d'Échille et de Sophocle, le modèle, par exemple, wagnérien, mais pas seulement. Hein, c'est le destin est joué dès le premier accord du prélude de Tristan et Isolde. C'est cuit, c'est réglé. Voilà. Et tout l'opéra ne va faire que dérouler, hein, le récit destinal de ce qui est déjà scellé dans le premier accord de Tristan. Voilà. Donc ça, c'est une différence tout à fait fondamentale. Et donc, en effet, ce qui demeure une ouverture sur l'infinition du temps, je pense qu'il est quand même porteur, heureusement. Parce que sinon, on serait dans la situation que décrit Kierkegaard, hein, c'est-à-dire qui dit qu'en quittant le tragique, le XXe a gagné le désespoir. Alors là, ce serait... on ne ferait pas le colloque. Dany, il faut relever le gant, là, parce que autrement on va pleurer. Oui, non, ne m'attendez pas comme le Messie. Oui, c'est ça, je vais vous désespérer. Non, je voulais simplement dire ceci, c'est qu'effectivement, les questions qui nous viennent de la salle, en fait, nous sommes en attente d'un diagnostic de notre présent, et c'est la chose la plus difficile à faire. Je pense que les textes de Rosenzweig qui ont été rassemblés dans ce volume Confluence, ça, ce sont typiquement des travaux diagnostiques. Je ne parle pas de l'étoile. Alors, mener le diagnostic suppose, et là aussi on a du mal à le faire, je m'inclus dans le on, de nous détacher de la piété des textes canoniques, mais qui sont ancrés dans une séquence périmée de notre histoire. Je veux dire, Rosenzweig de l'étoile, Benjamin de ses thèses de l'histoire, etc. Quand même, la Shoah est passée par là. Exactement. Donc, la symbiose judéo-allemande... C'est fini. C'est fini. Oui, non, mais je veux dire, il faut bien le dire. Mais, en fait, tous les... Non, mais je la dis pas ça. symbiose judéo-européenne, elle n'est pas finie. Ouais. C'est toute la question. Je ne sais pas. Je décrète pas de... Bon, qu'est-ce qui se passe exactement en France, qui est la dernière communauté juive? Il existe encore un judaïsme français, il n'existe plus de judaïsme allemand, il n'existe plus de judaïsme de l'Europe de l'Est, il a été détruit. Et donc, toute la question qui se pose à nous est de savoir qu'est-ce qui, de ces, disons, de la marge de l'histoire, qu'est-ce qui a été englouti, qu'est-ce qui a surnagé. Et parmi les choses qui ont surnagé, à notre plus grande surprise, était la chose la plus improbable, qui est quand même l'État d'Israël, qui est quand même le sionisme politique, qui était une de ces options, qui n'était certainement pas celle de Rosenzweig, qui n'était certainement pas celle de Benjamin, qui avait un peu effleuré Léo Strauss, il était relativement fort, enfin, peu importe. Mais aujourd'hui, c'est en réalité une des choses qui, pour finir, a produit quelque chose de solide, qui a survécu de cet écrémage. Mais qu'est-ce qui reste de la révolution bolchevique quand même? On peut se poser la question, dans laquelle les Juifs ont mis tant d'énergie, et des révolutions, disons, de post-Première Guerre mondiale. Voilà. Et donc, notre grande difficulté, pour répondre à Perrine, je n'en dirai pas plus, c'est de regarder vers l'avenir, c'est-à-dire de prendre notre présent et de regarder
vers l'avenir, ça ne nous empêche pas de lire nos prédécesseurs. Voilà. Dany, moi, je n'ai pas souhaité d'abord répondre à un présent qui me désoriente profondément. J'ai souhaité mettre en scène un peu cette dramaturgie de la question du sens de l'histoire. Voilà. Et donc de le faire remonter, d'en montrer en quelque sorte la dynamique historique et l'arquer très, très modestement et très rapidement. C'est ça que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai annoncé dès le départ. Donc forcément, je repasse par certains itinéraires que j'ai souhaité mettre en perspective, déplacer. Mais bien sûr qu'il y a un événement très important qui s'appelle la création de l'État d'Israël, et maintenant, etc. On en est bien sûr, c'est très important. Et aussi le devenir, par exemple, de la Révolution. Alors tu parles du devenir chez les Juifs. Alors, comme tu le sais, hein, et ça aussi, par rapport à la question de Christian Jambet, comme tu le sais, et parmi nos amis, on voit très très bien, comment des consciences juives qui ont, peut-être que le cas le plus éclatant, c'est Béni Lévy, c'est-à-dire comment des consciences juives qui ont adhéré inconditionnellement au marxisme, au maoïsme, au stalinisme, etc. Quand même, Béni Lévy était le chef charismatique de la gauche prolétarienne. Il n'était pas charismatique, pardon. Très important. Vous avez raison, Christian. Vous avez raison. Il était pleinement léniniste. Ah oui. Il ressemblait absolument à un bolchevique, mais avec, ou alors ce qu'on appelle charismatique, avec le type d'imitation soutenue chez lui du modèle du juif communiste à l'ancienne. Ouais. Pardonnez-moi. Non, mais c'est très important. Mais je voulais par rapport à ça, quand même, c'est plus qu'un tournant, c'est plus qu'une kéreuse. C'est vraiment parce que ça peut prendre des allures de juifs messianiques aujourd'hui. Et à ce moment-là, ça pose quand même des sérieuses questions. Et il n'est pas le seul. Évidemment, il est très significatif pour nos milieux. Mais ce tournant, passer d'une gauche extrême, révolutionnaire, on va dire, à un judaïsme messianique tout aussi extrême, passer, comme il le disait lui-même, de Mao à Moïse, ça pose quand même un certain nombre de questions. Voilà. Et bon. Je pense que c'est le retour à l'archet qui fait problème. Cet archet dont dont on a parlé, parce que la question, quand on lance, et je clôt avec ça la matinée, je pense que quand on lance quelque chose comme notre colloque, dans les temps qui sont les nôtres, on aurait besoin d'un diagnostic qui correspond à la crise et d'un chemin vers le futur. Ce que nous sommes en train de constater avec tout l'efficace de toutes les interventions et tout leur brillant et leur profondeur, c'est que malgré tout, nos prises d'appui sont des prises d'appui qui datent. Et quand nous nous tournons vers cette philosophie judéo-allemande qui nous nourrit, nous sommes obligés de reconnaître que nous sommes confrontés, à cause de leur dialogue à eux avec la philosophie allemande, et ça c'est effectivement typiquement germanique, on est rabattu sur un 19e qui ne correspond absolument plus à nos cadres de pensée possibles, dans la mesure où la Shoah est cette solution, entre guillemets, qui n'en est pas une, de la création de l'État d'Israël, perturbe complètement la possibilité d'un retour. Voilà. Alors, moi, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Bien sûr, ça c'est tout à fait. Mais c'est comme la question du tragique. Pas pour autant que ces textes ont épuisé leur contenu. Mais les textes n'épuisent jamais leur contenu. Bah oui, donc ça, c'est pas le problème du texte.